Bonjour à tous et à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence en ligne. Je suis Élodie Gouillal, éditrice de la plateforme Portail FinDev. Nous avons organisé ce webinaire en partenariat avec Convergence, qui est une plateforme de réflexion, de mobilisation et de plaidoyer que vous connaissez sans doute déjà, notamment via sa publication annuelle du baromètre de la microfinance. Et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est la microfinance en Europe. Elle est en effet un outil qui est historiquement, initialement destiné aux pays en voie de développement, mais elle s'est aussi rapidement implantée en Europe et a connu un essor majeur ces dernières années. Et pourtant, elle est encore loin d'être entièrement exploitée dans cette région. Et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé utile d'échanger sur les enjeux à développer davantage cet outil sur le continent européen. Donc, pour ceux qui se sont déjà connectés, je rappelle juste qu'il faut, pour bien nous entendre, appuyer sur ce qui est mentionné en vert, Call Using Computer, pour que tous les participants puissent entendre les panélistes. Alors, au sommaire de ce webinaire, nous allons présenter dans un premier temps les données et tendances du secteur, puis voir en quoi les modèles économiques de l'Europe de l'Est et de l'Ouest diffèrent et qu'est-ce que cela implique sur le plan notamment des performances sociales et financières. Enfin, nous aborderons le potentiel de ce secteur, les obstacles et les opportunités de son développement. Et à la suite de ces présentations, vous pourrez bien entendu poser vos questions aux panélistes que je vais vous présenter tout de suite. Alors, nous avons Caroline Lenz du réseau européen de la microfinance qui va présenter notamment les données et tendances du secteur. Il y a un petit changement sur le second panéliste. Malheureusement, Bruno Dunkel est en mission et a eu des problèmes de connexion là où il était. Donc, c'est Isabelle Schiltz, toujours de Impulse, qui fera sa présentation à sa place. Et enfin, nous avons Adrien Gison de l'ADI. Je vais donc laisser la parole à Caroline Lenz, qui est la directrice adjointe du réseau européen de la microfinance, pour présenter les données et tendances du secteur. Caroline, vous avez la parole. Oui, bonjour tout le monde et merci à Élodie et son équipe pour l'initiative et cette invitation. C'est avec plaisir que j'entends l'intérêt que vous portez à la microfinance dans le Nord. Élodie, il faudra juste me donner le contrôle sur les slides, peut-être? Normalement, c'est bon. Ok, parfait, pardon. Donc voilà, quelques mots sur mon organisation avant de rentrer dans le vif du sujet. IMN est un réseau de 114 acteurs de microfinance en Europe, dont principalement des praticiens, mais on y trouve aussi des organisations qui, par exemple, facilitent l'accès au crédit à travers de la prestation des services non financiers, des investisseurs, des chercheurs, etc. Les membres sont tous actifs dans la microfinance en Europe et il s'agit donc des IMF qui sont basés et travaillent en Europe. L'IMN promeut la microfinance comme un outil dans la lutte contre l'exclusion sociale et financière à travers de l'auto-emploi et la création de micro-entreprises. Notre mission est basée sur deux piliers. D'un, nous facilitons de l'assistance technique et le renforcement des capacités des IMF, et ceci à travers de l'organisation des conférences, des visites d'échange entre membres, des groupes de travail, etc. Et de deux, nous faisons du plaidoyer auprès des institutions européennes. Par exemple, nous travaillons actuellement sur une rénovation de la définition de la microfinance en Europe ou sur la définition des outils de support destinés au secteur pour la période budgétaire qui arrive. Le réseau dispose d'une équipe opérationnelle de 8 travailleurs basée à Bruxelles et existe depuis 2003. Nous sommes donc la voix de la microfinance en Europe et c'est donc ce qui nous distingue de la plateforme de la microfinance qui est basée au Luxembourg, mais dont le travail est orienté vers la microfinance dans le Sud
Et certains parmi vous connaissent peut-être également le Microfinance Center, la MFC, qui est en quelque sorte notre grand frère ou grande sœur, mais qui se concentre principalement sur l'Europe de l'Est, les Balkans ainsi que les pays d'Asie centrale. Donc, j'ai été demandé de vous présenter les tendances du secteur en Europe. Pour y répondre, je me base principalement sur une étude, le IMN MFC Survey Report 2016-2017, une étude que nous menons tous les 2 ans et dont les résultats vont être publiés d'ici quelques semaines. Il s'agit de la principale source d'information au niveau européen qui essaye donc d'évaluer l'évolution du secteur en Europe sur base d'une approche bottom-up, c'est-à-dire à travers d'une enquête auprès des IMF. Nous comptons 156 répondants et l'étude couvre les 28 pays européens, y compris les membres de l'Union européenne, mais aussi des pays candidats potentiels et EFTA. L'étude vise à présenter les principales caractéristiques des IMF, l'évolution du portefeuille, ainsi que leur performance sociale et financière. Ce slide ici vous propose donc d'observer le paysage des différentes configurations institutionnelles choisies par les IMF. Les participants à l'enquête sont avant tout des organisations non gouvernementales, des institutions financières non bancaires, ainsi que des mutuelles de crédit coopératives financières. D'autres formes juridiques, par exemple des banques privées, publiques, des organismes étatiques, représentent la partie restante des répondants. Il semble que le choix de la configuration institutionnelle soit influencé par l'environnement légal dans lequel les IMF évoluent. Il n'y a pas de législation au niveau européen en ce qui concerne la microfinance, cela reste donc de la compétence nationale. Concernant l'âge des institutions, le secteur du microfinancement en Europe est varié et encore relativement récent. La majorité des répondants, soit 58%, ont lancé leurs activités après l'année 2000, avec un pic pour la période entre 2000 et 2004, où 24% des organisations sondées ont démarré leur activité. Cependant, un ralentissement de la croissance des nouvelles IMF a été enregistré avec une diminution constante depuis 2005 et seuls 5% des IMF sondés ont lancé les opérations de microfinancement après 2015. C'est en Roumanie, au Royaume-Uni, en France et en Italie qu'on trouve les organisations les plus anciennes qui ont démarré donc leurs opérations vers la fin des années 80. La majorité des répondants, soit presque 80%, ont moins de 50 salariés équivalents temps plein. En 2017, le nombre total des effectifs rémunérés a atteint presque 15 000 équivalents plein temps, dont une proportion considérable de femmes, presque 60%. En moyenne, les IMF des pays de l'Est sont plus grandes. Elles emploient 30% plus de personnes comparées à leurs pendants dans les pays de l'Ouest. Cependant, c'est dans les IMF de l'Europe de l'Ouest qu'on trouve presque 20% plus de femmes dans leurs équipes salariées. Les plus grandes organisations, avec plus de 200 staff, se trouvent en France, en Albanie et en Espagne. En ce qui concerne les produits financiers, la plupart des répondants fournissent des microcrédits aux entreprises, ainsi que des prêts personnels, des prêts destinés aux PME et des produits d'épargne. Presque 40% des répondants accompagnent les microcrédits et les financements destinés aux PME d'autres produits de microfinancement tels que l'assurance, le crédit bail ou les hypothèques. Ceci dit, nous observons tout de même que plus de la moitié, c'est-à-dire 60% des IMF, proposent au moins un produit additionnel à leur produit de base, que ce soit le microcrédit aux entreprises ou le prêt personnel. En vue des 2 produits principaux, les modalités et les conditions d'octroi des prêts destinés aux entreprises et aux particuliers diffèrent grandement. Les microcrédits personnels ont une taille plus réduite, 3 000 € contre presque 9 000 pour les entreprises, une durée plus réduite, 2 ans et demi contre presque 4 ans pour les entreprises, et affichent des taux annuels effectifs globaux plus élevés, 18 contre 11%. Seulement 30% des répondants à l'enquête proposent les 2, le microcrédit professionnel et personnel. Cependant, la moitié des
répondants offrent le microcrédit pro, au contraire de 20% qui ne font que du prêt aux particuliers. La proposition de services non financiers afin de renforcer les capacités des bénéficiaires est bien ancrée dans la pratique des IMF en Europe. En 2017, presque 70% des IMF enquêtés proposent en plus des services financiers également des services non financiers. Autour de 81% des répondants les offrent à titre gratuit et 92% des IMF les offrent en individuel, c'est-à-dire en coaching, mentoring ou en consultance. En total, presque 450 000 clients ont bénéficié de produits et services non financiers, dont plus de la moitié n'étaient pas des emprunteurs actifs. Entre 2016 et 2017, le volume total et le nombre de microcrédits débloqués ont montré tous les deux une tendance croissante. En 2017, le nombre total de microcrédits octroyés par les institutions sondées a été de 660 330. Ça fait un plus de 5% comparé à 2016. Et ce qui représente un volume total de 2,1 milliards d'euros, ce qui fait un plus de 11%. Au total, presque 1 million d'emprunteurs actifs, ça fait un plus de 8% comparé à 2016, ont bénéficié des services des répondants et l'encours du portefeuille brut des microcrédits a atteint les 3,2 milliards d'euros, ce qui fait un plus de 16%. L'encours du portefeuille est en majeure partie destiné à des microcrédits aux entreprises, à concurrence de 54%, mais une progression des prêts personnels a également été enregistrée et représente plus ou moins 46%. Les microcrédits personnels ont généralement augmenté plus rapidement que les microcrédits professionnels en 2017. Et voici un dernier slide pour donner un aperçu de la croissance des activités sur une durée de 4 années sur base de l'évolution du nombre total d'emprunteurs actifs. Ce tableau reprend donc les résultats des 2 dernières éditions de l'enquête, dont l'échantillon varie fort, malheureusement. Donc, les 136 IMF qui répondent en 2014 ne sont pas nécessairement les mêmes que les 136 IMF qui répondent en 2016. Néanmoins, elle affiche une croissance nette. Pour souligner cette tendance de croissance et basée sur une autre analyse sur base d'un échantillon encore plus restreint de 34 IMF qui ont participé aux 3 dernières éditions de l'enquête, nous observons une croissance de plus de 50% dans le nombre total d'emprunteurs actifs entre 2012 et 2017. Même tendance pour la valeur de l'encours brut qui montre une croissance de 55%. Et c'est sur ce constat que je termine ma présentation à ce moment, en espérant avoir donné quelques informations intéressantes et utiles. Et donc, je redonne la parole à Élodie. Merci Caroline pour votre présentation. Nous allons passer maintenant à la présentation de Impulse. Alors, comme je disais précédemment, Bruno Dunkel ne sera pas en mesure de faire sa présentation. Il est en mission actuellement et nous avons rencontré quelques problèmes techniques avec Internet. Donc, c'est Isabelle Schiltz qui fera sa présentation à sa place. Je rappelle qu'Impulse est un gestionnaire de fonds d'investissement dédié à l'inclusion financière en Europe et dans la région MENA. Donc, Isabelle, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Élodie. Bonjour à tous. Et je tiens aussi à vous remercier pour cette occasion et pour avoir invité Impulse pour cette présentation. C'est un plaisir pour nous. Alors, de l'Est à l'Ouest, des modèles économiques différents. Alors que la microfinance se développe en Europe, nous constatons qu'il y a une divergence au sein du continent. Et le secteur se développe de façon hétérogène. Cela s'explique notamment parce que les contextes historiques sont différents. Il y a des cadres législatifs différents, des environnements sociaux qui divergent également. Par exemple, en nord de l'Est, la microfinance a été introduite après la chute des régimes communistes et les personnes se trouvaient en fait dans un environnement où les systèmes bancaires n'étaient pas efficients et ne pouvaient pas en fait répondre à leurs besoins comme ils avaient besoin.
Donc, à cause d'un contexte qui varie au sein du continent européen, nous constatons donc une hétérogénéité aussi dans les activités de la microfinance, notamment en termes d'approche institutionnelle. Donc, les structures peuvent avoir différentes formes, aussi au niveau de la clientèle qui est ciblée et des produits et des services de microcrédit et d'autres services financiers. Donc, les modèles varient. Il y a aussi une divergence au niveau de la performance. Il y a des IMF qui sont plus rentables et les IMF plus rentables sont souvent basés en Europe de l'Est. Et comme nous pouvons le voir aussi à partir d'une étude du REM, en 2017, les IMF en Europe de l'Ouest affichaient en fait un return on equity moyen négatif, moins 13%. Donc, entre l'Est et l'Ouest, nous pouvons constater un clivage. Donc, en réalisant ce clivage, cette différence, cette divergence au niveau européen, nous avons aussi constaté qu'il y a des modèles économiques différents. Et donc, nous allons nous intéresser plus particulièrement à deux modèles économiques. Au niveau de l'Europe de l'Ouest, il y a des IMF qui ont plus tendance à avoir un modèle social first. Et en Europe de l'Est, comme nous allons voir dans la prochaine slide, que les IMF en Europe de l'Est ont plus tendance à avoir un modèle plutôt commercial. En Europe de l'Ouest, les IMF ayant un modèle plus social first ont toute une mission, se sont donné une mission pour lutter en faveur de l'inclusion financière et l'inclusion sociale. Leur focus est sur les clients qu'ils ciblent et le but est d'avoir un impact social dans leur vie, dans leur entourage, dans leur communauté, au niveau local. Les clients que ces IMF ciblent incluent les micro-entrepreneurs, les individus qui n'ont pas eu accès à un crédit bancaire et à un crédit traditionnel, les personnes qui bénéficient des aides sociaux, les personnes qui se trouvent au chômage, des jeunes, des moins jeunes, les minorités ethniques, les migrants et bien plus d'autres. Donc, pour illustrer ce modèle, nous vous proposons un exemple d'une institution de microfinance qui se trouve en Europe de l'Ouest, qui offre des microcrédits dont le montant moyen s'élève à autour de 4 200 € et le taux d'intérêt que l'on trouve couramment se trouve tout juste inférieur à 10%. La plupart des IMF offrent des services d'accompagnement et de coaching pour les clients finaux et qui se font souvent en relation avec les bénévoles qui se trouvent parfois dans un réseau et qui accompagnent donc les clients. La particularité de ce modèle est que les institutions sont fortement dépendantes des subventions et sont financées par des subventions privées et publiques. Et les banques ne sont pas considérées comme des acteurs de compétition, mais plutôt en tant que partenaires. On voit des modèles où des institutions reçoivent une ligne de crédit des banques qui jouent un rôle de partenaire, ou alors elles travaillent avec les banques ensemble, où le client peut avoir un crédit tout de suite auprès de la banque. Il existe donc différents modèles à ce niveau-là aussi. Au niveau de la performance, le rendement de ces institutions pour le côté financier est plutôt faible, mais comme l'indique leur mission, en fait, que le but est d'avoir un impact social, le rendement sociétal est très fort. En revanche, le défi majeur pour ces institutions est donc cette dépendance des subventions, ce qui, en fait, aussi engendre une difficulté à trouver de l'autonomie institutionnelle et de contrôler, en fait, leurs coûts. Donc, après avoir vu ce modèle plutôt à caractère social first en Europe de l'Ouest, nous constatons que beaucoup d'IMF en Europe de l'Est ont opté pour un modèle plus commercial. Le but est de lutter contre l'exclusion financière et de soutenir l'entrepreneuriat, les micro-entrepreneurs. Dans ce modèle, le focus est plutôt basé sur la performance financière, mais pour certaines IMF, la performance sociale n'est jamais loin. Et concernant la clientèle ciblée, les IMF ciblent les micro-entrepreneurs, les individus qui eux aussi n'ont pas accès au crédit bancaire traditionnel, les personnes qui se trouvent au chômage. On retrouve aussi souvent des mineurs, des agriculteurs, des jeunes et des seniors. Pour illustrer ce modèle commercial, nous avons donc pris un exemple d'une institution de microfinance qui se trouve en Roumanie.
Et le microcrédit moyen proposé aux clients est équivalent à 6 300 € à un taux qui vacille autour de 20%. Il y a aussi des services d'accompagnement et de coaching proposés aux clients et selon les cas, ces services peuvent être gratuits ou sont payants. Contrairement aux institutions dont leur modèle est plus social first, les modèles des institutions qui ont opté pour un modèle commercial sont moins dépendants des subventions. Et on retrouve aussi des IMF qui en fait sont poussés par leurs investisseurs privés à évoluer vers un modèle plus commercial. Et en Europe de l'Est, les IMF sont traditionnellement plus rentables et en fait, cette rentabilité est portée aussi par une augmentation du crédit moyen, par le crédit à la consommation. Et elles sont donc traditionnellement plus pérennes, plus durables et trouvent aussi plus facilement de l'autosuffisance. En revanche, le défi dans ce modèle, c'est que sur le marché, il y a une forte présence d'intermédiaires commerciaux et une forte présence de compétition. On parle aussi souvent dans ce domaine de downscaling de certaines structures financières. C'est par exemple une banque qui est intéressée par le marché de la microfinance, par la clientèle ciblée par les institutions de microfinance, et donc qui propose des microcrédits, mais alors à des taux plus bas. Et cela est donc un défi important pour les institutions de microfinance. Donc après avoir vu le modèle Social First et le modèle commercial, pour illustrer cela, nous vous proposons donc un exemple de Copest et de son portefeuille, de ses clients. Nous avons fait une petite analyse sur une trentaine d'IMF. Donc Copest est un fonds d'investissement qui a pour vision de donner accès à des services financiers responsables et de contribuer à l'inclusion sociale et économique. Et pour cela, Copest en fait soutient des structures qui ont un caractère social en Europe centrale et en Europe de l'Est, en leur apportant de la dette subordonnée et de la dette senior. Ces structures peuvent être des institutions microfinance, des credit unions, des banques coopératives. Et en fait, Copest est géré par Impulse, qui est en fait un gestionnaire de fonds d'investissement qui gère Elenos et Copest, qui sont en fait qui servent des structures en Europe et qui gère aussi CopMed, qui est un fonds qui soutient des structures dans la région MENA. Et Copest en fait cible les pays en Europe centrale et en Europe de l'Est. Donc Copest a un portefeuille d'une trentaine d'IMF et pour suivre en fait la performance sociale, nous pouvons voir sur cette page ici des données illustrant que ces institutions sont à la recherche d'un impact social également. Donc on voit que les institutions de microfinance ont pour mission de promouvoir et de soutenir les micro-entreprises, de lutter en faveur de l'inclusion financière, en faveur du développement local, de la création d'emplois, etc. Et comme nous pouvons le voir, Copest a pu contribuer à la création et au maintien de plus de 67 000 emplois et à la création de plus de 2500 nouvelles activités économiques génératrices de revenus. Donc pour donner un exemple, nous avons fait une petite analyse sur une trentaine d'IMF du portefeuille de Copest, où nous sommes focalisés sur le return on equity moyen et nous avons aussi observé le résultat net cumulé et c'est donné sur une période de 4 ans, entre 2013 et 2017. Et nous avons donc trouvé ces résultats suivants qui permettent de conclure que le return on equity moyen de ces structures s'élève à 13% et le profit total net cumulé à peu près 24 millions €. Et nous avons constaté que depuis 2016, ce ratio est en décroissance, mais il reste toujours supérieur à 6%. On peut donc conclure que la majorité de ces structures effectuent une bonne rentabilité, mais que nous constatons aussi une tendance à la baisse du profit, même s'il reste toujours positif. Il y a donc une rentabilité à la baisse, mais il y a un impact social en croissance, comme nous l'avons vu sur le slide précédent. Donc il y a une relation entre la rentabilité financière et la performance sociale, également en Europe de l'Est, ce qui illustre bien qu'en fait le défi majeur des institutions de microfinance
en Europe et de trouver un équilibre entre performance sociale et performance financière, et que c'est un enjeu en fait de trouver une solution et de développer un modèle de financement pérenne et flexible pour les activités de microfinance, tout en maintenant une performance sociale indéniable. Voilà, cela a été de la part de Impulse. Donc je laisse la parole à Élodie. Merci Isabelle. Alors, je vais laisser la parole à Adrien. D'ores et déjà, si vous voulez poser des questions à nos panélistes, vous pouvez le faire dans la barre du chat qui est en haut. Vous appuyez sur le petit onglet chat et vous pensez à juste adresser à quel panéliste vous voulez la poser. Voilà, donc hop. Adrien, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci de nous donner l'opportunité également de vous présenter un peu ce que l'on fait et puis également de continuer la réflexion sur le potentiel de développement du secteur de la microfinance. Merci également à Caroline et à Isabelle pour leur présentation. Donc moi je vais essayer d'insister un petit peu justement sur cette notion de potentiel et puis vous présenter un peu ce qui, selon moi, selon nous, constitue des freins et des potentiels de développement. Je vais commencer par vous présenter brièvement l'ADI. Alors l'ADI, c'est une institution de microfinance à but non lucratif, une association qui a été fondée en 89. Par Maria Novak, qui s'inspirait des pratiques de microcrédit qu'elle avait pu observer au Bangladesh, et qui donc a trois missions principales: financer des entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit bancaire, les accompagner à travers des services non financiers, de l'accompagnement de groupes individuels sur différentes thématiques, pour les aider à préparer leur projet entrepreneurial, donc en amont du financement, et puis une fois qu'ils sont lancés, les aider à surmonter les obstacles qu'ils rencontrent d'un point de vue commercial, pour le développement de leur activité sur le web, si ils ont des doutes juridiques ou comptables. Voilà, donc aujourd'hui on a diversifié, on a démarré avec du microcrédit pour la création de son propre emploi, jusqu'à un montant maximum de 10 000 euros. On couvre aujourd'hui l'ensemble du territoire français, y compris les territoires d'outre-mer. On s'appuie sur un réseau de bénévoles important de près de 1400 bénévoles pour principalement apporter des services non financiers d'accompagnement aux créateurs d'entreprises. Et puis on a peu à peu développé notre activité en proposant aussi des microcrédits personnels pour favoriser l'employabilité, donc soit pour accéder au marché du travail, soit pour s'y maintenir. Et bien souvent, ce microcrédit personnel a pour objet, disons, le financement d'un moyen de mobilité, donc acheter une voiture d'occasion ou financer un permis. Voilà, et donc notre public cible, vous l'avez, hein, je vous le disais, ce sont des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire et qui, de ce fait, sont des personnes plutôt vulnérables. Vous voyez, presque 45% qui vivent sous le seuil de pauvreté, un tiers presque qui n'a pas de diplôme. Mais l'ADI, c'est aussi donc une volonté, de par ses missions, c'est le troisième pilier, c'est la promotion du microcrédit. Donc on fait beaucoup d'actions de plaidoyer en France, mais on travaille aussi à l'international à travers des actions de conseil à des institutions de microfinance, et puis des programmes ou des projets d'échange, de coopération avec d'autres acteurs de la microfinance en Europe, dans le bassin méditerranéen principalement, et puis aussi sur les pays frontaliers des territoires d'outre-mer français, et avec l'ambition de continuer à développer cette activité aussi dans d'autres parties du monde, notamment en Afrique. Voilà, donc on a co-créé depuis 2005 institutions de microfinance auxquelles on apporte un appui technique
Et puis, on a aussi des missions plus ponctuelles d'assistance technique et de conseil en Algérie, en Espagne, en Libye, en Turquie, auprès des réfugiés syriens. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'état des lieux du secteur, je passerai très rapidement parce que Caroline et Isabelle vous ont déjà planté le décor de façon très pertinente et très détaillée. Donc simplement les trois chiffres clés que je retiens de l'enquête du REM et du MFC que Caroline vous a présenté, c'est le portefeuille en cours qui est en forte augmentation, une croissance à 2 chiffres, tout comme d'ailleurs le nombre, la valeur des microcrédits décaissés en 2017, qui croît de 16%, et puis un nombre d'empruntants actifs qui atteint le million en 2017, avec une croissance là aussi importante. Cette croissance, il est important de préciser, Caroline l'a dit, qu'elle est fortement portée aussi par la croissance des prêts personnels, qui sont donc un amalgame assez important de prêts qui vont en Europe de l'Est, de prêts qui visent à aider des familles à améliorer leur résidence, qui peuvent être aussi des prêts qui aident les familles vulnérables à couvrir des frais de dépenses ou de scolarité pour les enfants. Mais qui peuvent aussi être des prêts, comme je le disais, c'est le cas de l'ADI, nous on se focalise là-dessus, des prêts qui visent à améliorer l'employabilité des clients, soit en leur permettant d'accéder à l'emploi, soit en leur permettant de s'y maintenir, et je parle bien d'emploi salarié. Donc le secteur est en forte croissance, il est pas uniquement porté par la croissance des prêts personnels, mais c'est quelque chose qui est important de préciser quand même. Et puis il a aussi une diversité qui a été rappelée aussi bien par Caroline que Isabelle, des acteurs, des cadres légaux et réglementaires de chaque pays, et avec un spectre entre guillemets d'est en ouest qui va d'une vision plus commerciale de la microfinance à une vision plus sociale, ce qui ne veut pas dire que la performance économique et financière n'est pas un souci et un défi important pour les institutions de microfinance si on veut que le secteur continue à croître, à se développer de façon pérenne. Alors en ce qui concerne la mesure du potentiel, ce que j'ai pu moi noter, c'est que généralement déjà il faut rappeler que quand on parle de microfinance, on inclut tout un tas de services. On inclut l'épargne, on inclut la microassurance, on peut inclure aussi d'une certaine façon des différents types de prêts, des transferts d'argent. Il n'y a pas d'étude aujourd'hui de la microfinance en Europe qui englobe l'ensemble de ces produits, et même les études qui existent, principalement sur en tout cas le potentiel de développement, se focalisent principalement sur les prêts professionnels, donc pour la création et le développement d'une petite entreprise, donc un projet entrepreneurial, et ne prennent pas en compte les prêts personnels dont on a déjà parlé. Ensuite, si on veut estimer le marché potentiel, il faut évidemment réfléchir à une segmentation, quels sont les différents types de clients qu'on peut avoir. Là, je vous ai présenté ici deux grandes familles, on va dire. D'une part, les entrepreneurs potentiels, donc c'est ceux qui vont ou qui sont sur le point, ou qui ont l'idée de créer une entreprise professionnelle, ou ceux qui sont déjà en activité. Voilà. Donc ensuite, il faut, et c'est ce que fait l'étude que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site du réseau européen de la microfinance, d'institutions que représente Caroline Dens aujourd'hui, où en fait on s'aperçoit qu'il existe des statistiques qui permettent un petit peu, des données qui permettent, des études qui permettent de se focaliser un peu plus. Quand on parle des entrepreneurs potentiels, on va essayer de se focaliser plutôt sur des personnes qui sont en situation menacée de pauvreté, parce qu'on sait que c'est le public cible, le public cœur de la microfinance, et que donc si on veut estimer ce segment-là, il faut rajouter à cette catégorisation d'entrepreneurs potentiels aussi un critère économique,
pour avoir plus de chances de s'approcher en fait de la taille du marché. Pour les créateurs d'entreprises, c'est pareil, on va plutôt se focaliser sur ceux qui ont exprimé un besoin de financement et qui ont recours à des financements plutôt auprès de leur entourage, amis et famille. Pour les personnes en auto-emploi, là évidemment on parle des micro-entreprises, donc c'est ceux qui sont déjà en activité mais qui n'ont pas de salariés. Les micro-entreprises, c'est celles qui... donc là, ces données-là s'appuient en fait principalement sur les données Eurostat, qui est l'agence de statistique de l'Union européenne, et puis GEM, qui est un institut indépendant, donc GEM, Global Entrepreneurship Monitoring, qui réalise des enquêtes sur des échantillons représentatifs pour essayer de mesurer un peu la prévalence de l'entrepreneuriat dans chaque pays, entre autres. Voilà, et donc là, quand on parle des micro-entreprises en activité, c'est pareil, ce sont celles qui sont en activité depuis plus d'1 an et qui déclarent que l'accès à des financements est un de leurs problèmes principaux. Et donc on peut supposer que ce sont des clients potentiels de la microfinance. Et puis enfin, les exploitants agricoles individuels, qui là pour le coup s'appliquent plus à l'Europe de l'Est, un peu moins en Europe de l'Ouest, puisque même si ça peut être des clients potentiels, ils sont, le volume, en tout cas dans les pays d'Europe de l'Ouest, est plus négligeable. Alors, sur les études qui existent actuellement, toujours focalisées sur le microcrédit professionnel, je précise encore une fois, il y avait 2 études qui ont été réalisées par le passé. La première ne prenait en compte que la première famille, on va dire, le premier segment, donc les entrepreneurs potentiels. Et donc, vous voyez que les résultats sont plutôt, on va dire, sur le bas de la fourchette, alors que la seconde étude, elle, inclut dans son étude, dans son travail de recherche, les entrepreneurs en activité. Et donc là, vous voyez qu'il y a une différence assez énorme entre les 2 études en termes de résultats. Et donc, il est probable que le résultat soit un peu plutôt entre les deux. Ces études-là, je les ai appelées top-down parce que c'est des études qui se basent principalement sur des données statistiques communautaires et pas forcément nationales, qui donc, par exemple, vont avoir tendance à prendre le microcrédit moyen en Europe, sauf que, comme vont expliquer Caroline et Isabelle, il y a une grande diversité, et d'un contexte à l'autre, on va avoir des montants moyens qui sont complètement différents, donc c'est difficile comme ça d'arriver à une estimation assez précise. Il y a une nouvelle étude qui est plus récente, celle-là que vous pouvez, je vous encourage à aller voir, parce que là je vais vous le présenter très rapidement, mais si vous voulez en savoir plus, elle est disponible aussi sur le site du Réseau européen de la microfinance. Et qui va combiner en fait une approche top-down, donc avec des données consolidées, données statistiques consolidées au niveau national, avec pour déterminer le marché potentiel, qui va s'appuyer aussi sur des données nationales, et notamment pour définir ce qu'on appelle le marché accessible, puisqu'ils font la différence dans cette étude entre le potentiel total et puis ce qui est effectivement accessible. Alors la différence entre les deux, en fait, c'est quand on parle du marché accessible, on parle de ce que on se base sur le réalisé, sur ce que les institutions de microfinance font déjà, sur la croissance qu'on observe et que Caroline nous a déjà présenté également. Et puis on va essayer de prendre en compte aussi le cadre légal, la pénétration du marché dans chaque pays, le développement du secteur bancaire, est-ce que la couverture bancaire, l'exclusion financière d'un pays ou un autre va varier, et donc la quantité de personnes qui pourront être effectivement, qui pourraient être des clients potentiels de la microfinance va varier. Pour vous donner un exemple, bon, il y a des pays où de toute façon, prenons le cas par exemple de la France, le microcrédit au sens où nous on le pratique, il est plafonné à 10 000 €. La définition qui vous a été présentée du microcrédit au niveau européen, c'est de 25 000 €. Donc entre les deux, il y a un gap important et que nous, par exemple, on n'est pas à même de couvrir. Voilà. Donc en prenant en fait toutes ces données-là, en les consolidant, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus proche de la réalité. Et vous voyez qu'en 2015, alors je n'ai pas la donnée 2017, mais en 2015, le réalisé c'était 917 millions d'euros. Et on estime que le potentiel pour 2020 serait de 1,139 milliard.
Voilà, donc un potentiel qui est certain, et donc il est certain que le secteur va continuer à croître. Ensuite, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin, comment, pour essayer de se rapprocher plutôt du potentiel total qui, lui, est estimé à 17,4 milliards. Donc il y a quand même là aussi un écart important entre ce qui est accessible et puis ce qui pourrait être potentiellement la taille du marché et de l'action de la microfinance. Donc ça veut dire que le besoin est là, la demande est là, mais qu'il va falloir que le secteur continue d'évoluer pour continuer à croître et à se développer et essayer de remplir sa mission qui est celle évidemment de servir le plus grand nombre de personnes qui peuvent avoir besoin des services de microfinance. Alors les obstacles que je peux mentionner, c'est cette fameuse hétérogénéité dont on a parlé. Parfois, il y a un vrai monopole bancaire, c'est le cas par exemple en Grèce, où donc les institutions de microfinance qui existent sont obligées de passer par des banques, donc ça crée tout un tas de problématiques et ça freine évidemment le développement du secteur. Parfois, il y a des lois trop spécifiques qui vont empêcher les institutions de microfinance de prêter au-delà de 5 000 €. C'est le cas de la Bosnie-Herzégovine, par exemple, ou dans le cadre de la France, comme je le disais à l'instant. Parfois, il y a un vide juridique. Dans tous les cas, cette hétérogénéité, elle n'est pas forcément favorable au développement homogène et fort du secteur. Des régulations trop strictes, je viens d'en parler. Dans certains cas, les institutions de microfinance n'ont pas le droit de collecter de l'épargne, c'est même souvent le cas, puisque très peu le font. Les taux d'intérêt, c'est une... Alors là, ça relève du cadre réglementaire, mais aussi d'une barrière psychologique, notamment à l'Ouest. On a vu le cas là, présenté par Isabelle en Roumanie de cette institution qui pratique des taux de 20 à 22%. En Europe de l'Ouest, on est plutôt généralement en dessous de 10%. Parce qu'il y a une vision sociale de la microfinance, qu'on dépend beaucoup aussi des financements extérieurs et qu'il y a un frein psychologique à avoir des taux d'intérêt trop élevés, alors même qu'une augmentation raisonnable de ces taux-là ne pénaliserait pas les clients, mais pourrait avoir un impact très bénéfique sur la rentabilité financière des institutions. Et puis il y a régulièrement des rumeurs, des bruits de couloir, des discussions au niveau de l'Union européenne qui viseraient, en tout cas, un courant de pensée qui est là, qui existe, même si ce n'est pas matérialisé pour l'instant par une législation ou un encadrement des taux d'intérêt, mais il y a cette idée-là qu'il faudrait encadrer les taux d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit et sur lequel il faut être vigilant en tant que secteur. Et puis sur le cadre réglementaire, je voudrais quand même parler en deux mots des freins à l'entrepreneuriat, parce que là on parle beaucoup de la microfinance, mais il faut aussi prendre en compte l'entrepreneuriat et tous les freins qui peuvent exister. Alors il y a des exemples, il y en a plein, hein. Le fait de devoir avoir un diplôme absolument pour ouvrir pour être coiffeur, le fait c'était le cas en Belgique, je crois que ça ne l'est plus aujourd'hui, de passer un test pour avoir le droit de créer son entreprise quand on n'a pas un diplôme universitaire. Et de mémoire, il me semble qu'une microstart en Belgique avait fait passer le test à un membre du gouvernement belge qui avait échoué au test. Donc pour vous dire un peu la difficulté que le test devait représenter. Donc il existe d'un pays à l'autre beaucoup de freins à l'entrepreneuriat qui doivent être levés pour faire en sorte que l'entrepreneuriat soit une vraie piste d'insertion économique, sociale, professionnelle, au même titre que l'emploi salarié. Un accès à la clientèle qui est plus difficile. C'est certain que si on réfléchit à la microfinance dans le Sud, pour schématiser, en exagérant, on pourrait dire qu'il suffit d'ouvrir une agence de microfinance et puis vous voyez les clients affluer parce que l'exclusion financière est beaucoup plus forte qu'en Europe de l'Ouest. Ce n'est pas le cas en France, donc ça veut dire que les clients, il faut aller les chercher sur le terrain en nouant des partenariats avec différentes structures, que ça demande du temps, beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de présence et c'est plus compliqué. Et puis aussi parce que, et bon, ça, évidemment, ça c'est une chose très positive et c'est encore plus vrai en Europe de l'Ouest, mais il y a un maillage administratif, des prestations sociales importantes, bref, un état-providence
qui fait que se lancer dans l'entrepreneuriat est vu comme risqué et plus compliqué, et ça ne facilite pas aussi le fait d'avoir plus facilement accès à des gens qui diraient « Ok, je décide de me lancer et je lance mon entreprise ». Et puis sur l'accès des financements, voilà, dire simplement qu'il y a les services d'accompagnement dont on parlait ont un coût, et qu'il faut bien les faire financer parce que évidemment qu'avec les montants prêtés, la durée des prêts et les taux d'intérêt pratiqués, il est difficile d'imaginer qu'on puisse couvrir complètement les coûts opérationnels en y incluant aussi ces coûts d'accompagnement-là. Des mécanismes de couverture du risque qui sont aujourd'hui, qui ont le mérite d'exister, notamment ceux du Fonds européen d'investissement, mais qui méritent d'être développés, j'y reviendrai en deux mots. Et puis, comme je vous le disais, et je crois que ça a été rappelé aussi par Isabelle, cette dépendance et qui est encore plus vraie en Europe de l'Ouest qu'en Europe de l'Est, des institutions de microfinance envers des sources de financement externes, plus particulièrement pour le refinancement, et qui s'explique aussi parce que, comme je vous le disais, on ne peut pas, par exemple, collecter de l'épargne, et que donc, par conséquent, on est obligé d'aller chercher les lignes de crédit à l'extérieur. Et donc, ça veut dire, au-delà de la recherche, aussi des montages financiers qui sont complexes, privés, multi-acteurs, qui nécessitent beaucoup d'ingénierie pour être mis en place. Sur les opportunités de développement, bon, là, ce petit premier paragraphe peut paraître très négatif, mais il est important de souligner le soutien de l'Union européenne au secteur de la microfinance, mais aussi de dire qu'il y a des choses qui peuvent être encore renforcées. Depuis 2007 et la stratégie de Lisbonne, la microfinance est identifiée par l'Union européenne comme étant un levier de croissance et d'emploi, donc ça c'est très positif. Il faudrait renforcer cette définition de la microfinance en y incluant la dimension d'impact social, socio-économique, qui aujourd'hui fait peut-être un peu défaut. Ces mécanismes de garantie du Fonds européen d'investissement dont je parlais à l'instant, et qui pourraient être augmentés, l'enveloppe qui est consacrée pourrait être plus importante, d'une part, et d'autre part, en fait, ces enveloppes sont en partie cannibalisées, entre guillemets, par des banques qui font du downscaling et qui bénéficient de ces mécanismes de garantie, mais qui ensuite vont faire défaut à des institutions de microfinance. Donc là aussi, on pourrait y avoir des fonds plus importants et qui soient peut-être plus sanctuarisés pour les institutions non bancaires de microfinance. La possibilité de recevoir des investissements en equity, en quasi-equity de la part des institutions de l'Union européenne, et puis comme je le disais tout à l'heure aussi, la subvention de l'accompagnement qui existe, et c'est très positif, mais qui pourrait être renforcée. Les opportunités de développement, c'est évidemment de diversifier l'ensemble des produits que le secteur propose à ses clients. Alors, je vous en ai mis quelques-uns, mais la microassurance est sous-développée en Europe. Elle est circonscrite souvent à l'assurance sur les prêts, l'assurance vie, parfois l'assurance des biens professionnels, mais on pourrait aussi l'envisager pour de l'assurance santé, par exemple. La collecte de l'épargne, je vous ai déjà expliqué un petit peu selon nous, l'enjeu qu'il y a derrière, le fait de pouvoir avoir des ressources de refinancement en interne. Et puis ensuite, on peut imaginer plein de choses comme des comptes à vue, des moyens de paiement, etc. Et puis le dernier point, en un petit mot, qui est extrêmement important, qui est très à la mode, qu'il faut mentionner, c'est le développement, la digitalisation du secteur et de ses acteurs, y compris des institutions de microfinance comme nous, évidemment, avec la capacité que le potentiel que le digital représente pour nous dans l'acquisition et la distribution de nos produits. Donc on peut imaginer, et c'est en cours à la DI, mais je sais qu'on est loin d'être les seuls à être lancés dans ce processus-là, de proposer une partie de nos services directement en ligne,
ce qui permet d'atteindre des clients qu'on n'atteint pas jusqu'à présent et d'être plus efficace, de démultiplier notre surface d'acquisition de clients. Et puis aussi, ça c'est un sujet plus interne, mais la digitalisation des pratiques métiers, des process, depuis l'accueil d'un client jusqu'à l'instruction de sa demande de prêt, en passant par la décision et le décaissement. Imaginez avoir tout un tas d'outils. L'image la plus communément répandue étant celle d'un conseiller qui aurait avec lui son smartphone, sa tablette, et qui, tout en étant hors du bureau auprès de ses clients, pourrait transmettre des informations sur un client potentiel ou sur un client directement au décideur et à l'ensemble de ses collaborateurs depuis sa tablette sans avoir nécessité de rentrer dans son bureau, de se connecter à une connexion Internet via un ordinateur, etc. Voilà un petit peu les différents points sur lesquels je voulais insister. Je n'ai pas fait trop attention au chronomètre, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Non, c'est très bien. Je repasse la parole à Elodie. Merci Adrien. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses avec les participants. Alors, je vous indique pour ceux qui ont pris la présentation en cours, la façon dont on procède. En fait, pour poser vos questions, vous cliquez sur l'icône chat de votre écran qui se situe à droite. Une fenêtre s'ouvre et vous pouvez écrire votre question. Alors, pour des raisons en fait de praticité, il est plus facile d'indiquer à quel panéliste s'adresse votre question. Et ensuite, je la poserai directement au panéliste en question. Alors, j'ai déjà quelques questions. J'en ai notamment une pour Caroline. Alors, Caroline, est-ce que l'on a vu une amélioration positive de la transparence des IMF quant à leur reporting sur les indicateurs financiers? C'est-à-dire que dans le passé, le nombre d'IMF qui partageaient ces données était beaucoup plus faible que les données générales. Et autre question de ce même participant, quel est le PAR à 30 jours? Quelle différence on note entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest quant à cet indicateur, le PAR 30? Alors, Oui. Merci pour cette question. J'essaye de répondre au mieux, mais je pense que je ne peux pas aller dans tous les détails. Mais effectivement, c'est une très bonne question sur la volonté des institutions de transmettre, nous, les informations qu'on aimerait bien analyser et vous présenter. Effectivement, et la tendance, elle est toujours là. On a effectivement un taux de réponse plus élevé pour les données plus générales, celles que je vous ai présentées notamment. Et en effet, on constate toujours que le nombre de répondants pour des questions aussi sur la performance financière, comme la qualité du portefeuille, etc., est plus basse. Et voilà, ça reste un challenge, en effet, de motiver les IMF à reconnaître l'intérêt aussi de ce genre d'études qui nous, finalement, sert de manière très importante de promouvoir le secteur auprès des décideurs politiques, notamment. Mais ça reste un challenge. Et voilà, sur la question du PAR 30, je peux, par exemple, vous dire qu'on a eu 92 institutions qui ont répondu, ça fait plus ou moins 60%. Donc voilà, il y a effectivement quand même une baisse à ce niveau. En ce qui concerne le PAR 30 en termes de chiffres, nous avons donc constaté qu'à peu près 50% des IMF, donc des 92, ont un PAR 30 en dessous de 10, et même 40% qui sont en moins de 5%, et plus ou moins 12% des répondants ont un PAR plus élevé que 30%. Donc, et au niveau moyenne, on constate quand même une amélioration. Donc, en 2016, on avait un PAR 30 moyen de 15,2%, et aujourd'hui, en 2017, enfin, l'année passée, en 2017, de 13,9%. Donc, il y a quand même une amélioration. Malheureusement, je n'ai pas les chiffres pour comparer l'Est et l'Ouest, mais ce que je peux vous dire, c'est que en termes d'institutions,
on peut observer que ce sont les government bodies, donc les banques, les IMF publics, ou voilà, qui ont les taux les plus bas, et au contraire, c'est les credit unions et les NGO qui ont des taux de par 30 plus élevés. Ça peut évidemment s'expliquer parce que certaines IMF ne peuvent pas se permettre de prendre trop de risques parce qu'ils n'ont pas les garanties qu'il faut pour couvrir des pertes éventuelles, et donc qui vont chercher peut-être un peu moins loin dans le target, dans la cible. Et on a aussi noté que dans certains pays, c'est même prescrit d'avoir un par 30 à un certain niveau, et ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Donc voilà ce que je peux vous proposer comme réponse à ces questions. Je continue avec une autre question. Il y a eu une diminution de la création des institutions financières depuis 2008. Oui, je pense que c'était sur ma slide. J'essaie de la retrouver. En effet, on a trouvé que il y a un pic de création entre 2000 et 2004, et depuis, on observe un ralentissement dans la création d'IMF. Voilà, donc toujours, ça concerne toujours les IMF, évidemment, qui nous donnent les informations. D'accord, très bien. Alors, j'ai des questions pour Isabelle. Alors, Isabelle, j'ai deux questions pour vous. Vous notiez à un moment donné dans l'une de vos slides une relation inverse entre la rentabilité financière décroissante et la rentabilité sociale qui était en augmentation dans l'étude réalisée par Impulse. Est-ce que cette relation est courante et y a-t-il nécessairement un trade-off entre rentabilité économique ? Merci beaucoup pour cette question. C'est une très très bonne question. En fait, le défi majeur pour les institutions de microfinance en Europe est de couvrir les coûts opérationnels, et la recherche d'équilibre entre performance sociale et performance financière est aussi due à cela. En fait, c'est une difficulté que l'on retrouve très couramment. Et pour couvrir les coûts opérationnels, les institutions vont donc jouer sur le taux d'intérêt ou sur le microcrédit moyen. Parce que, comme cela a été mentionné dans les autres présentations, les institutions ne peuvent pas collecter d'épargne. Donc, on va jouer sur le taux d'intérêt et le microcrédit moyen. Et pour, par exemple, donc, augmenter la performance financière, l'institution va donc soit augmenter le crédit moyen offert aux clients ou le taux d'intérêt. Mais par exemple, si on augmente le microcrédit moyen, on risque d'exclure une bonne partie de la population en besoin d'un microcrédit parce que du coup, le montant moyen sera plus élevé et les microcrédits de faible montant ne seront plus attribués. Et donc, on risque d'exclure une population qui est peut-être plus vulnérable. Et donc, la performance sociale ne sera pas aussi importante. En revanche, si une institution de microfinance veut augmenter sa performance sociale, avoir plus d'impact social pour toucher une population plus vulnérable, elle va donc proposer des microcrédits moyens moins élevés, mais donc la rentabilité sera plus faible également. Donc c'est un enjeu qu'on retrouve au sein de la microfinance sur tout le continent européen, et c'est un défi, oui, qui est très connu par les institutions. Merci Isabelle. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que l'évaluation d'impact social prend aussi en considération le niveau client sur ses conditions de vie, l'amélioration de ses revenus? Je suis désolée, ça a été coupé, je n'ai pas entendu la question. Je la repose. Merci. Est-ce que l'évaluation de l'impact social prend aussi en compte le niveau du client par rapport à ses conditions de vie et l'amélioration de ses revenus? Cela peut se faire par une institution de microfinance, mais par rapport à notre portefeuille,
Nous regardons donc les indications par rapport à la création d'emplois, si on va si on focalise plutôt les zones urbaines ou rurales, si on sert aussi les femmes et les hommes, mais par rapport à cette indication, ça peut être fait par l'institution de microfinance même. Oui, si je peux me permettre là-dessus, c'est Adrien de la Oui, oui. Effectivement, il y a en fait, on peut mesurer l'impact social de plein de façons différentes. Hein. Il y a effectivement une dimension qui est celle de la caractéristique, les caractéristiques des clients, pour essayer de mesurer leur niveau d'exclusion sociale et financière. Donc, on va prendre leurs revenus au moment où ils ont sollicité un prêt, leur niveau d'études, leur âge, le niveau d'études, etc. Et le niveau d'exclusion financière, est-ce qu'ils avaient accès ou pas à des services. Et puis ensuite, on peut aussi faire, donc ça c'est quelque chose qu'on fait, c'est une récolte de données qu'on fait au moment en fait où on va financer une personne et qui nous permet ensuite de s'assurer que l'institution reste dans le cadre de la mission qu'elle s'est fixée. Et puis ensuite, on peut faire effectivement des enquêtes périodiques, tous les 2-3 ans, pour mesurer l'impact de l'action de la structure à travers le financement, mais aussi à travers les services d'accompagnement. Et là, mesurer évidemment la satisfaction des clients, quel type de services ils ont utilisé, et puis enquêter effectivement sur leur situation, aussi bien de façon objective, est-ce que leurs revenus augmentent ou pas, quels sont leurs revenus, quelle est leur situation, est-ce que l'entreprise est toujours active ou pas, est-ce que leurs revenus ont augmenté, et puis aussi de façon subjective, pour essayer de comprendre quelle est leur perception de leur situation personnelle, parce que c'est aussi une donnée importante. On sait que parfois le revenu en lui-même n'augmente pas, mais le simple fait d'être actif, d'être passé d'une situation de chômage à une situation dans l'entrepreneuriat, même si dans les premières années le revenu est identique, il y a une satisfaction et un bien-être qui n'est pas mesurable économiquement, mais qui peut être mesuré comme ça sur la base d'une enquête et qui, quelque part aussi, rentre en ligne de compte dans la performance sociale de l'action de la microfinance. Merci de t'avoir pour te poser 2 autres questions de la part des participants. Une première qui est pourquoi les exploitants agricoles ne sont pas comme entreprises. Et une seconde par rapport aux réfugiés. Les réfugiés en Europe posent un défi, mais aussi une opportunité pour le secteur de la microfinance en Europe. Quelle est votre position sur ce sujet? Et les questions me sont adressées, c'est ça? Oui, ça coupe, tout à fait. J'ai pas entendu. Et oui. alors du coup, j'ai pas entendu la première sur les exploitants agricoles. Oui. Donc la première, c'est pourquoi les agricoles ne sont pas classées comme entreprises? Ah non, si, ils le sont. Alors je me suis mal exprimé. Non, je disais simplement que ils sont inclus dans la segmentation et on les prend en compte dans le potentiel du secteur et comme client de la microfinance. Simplement, ce que je disais, c'est qu'en Europe, c'est une catégorie, disons, de clients qui est plus, et là peut-être que Isabelle pourra compléter, qui est plus, disons, pertinente pour l'Europe de l'Est que pour l'Europe de l'Ouest, où les petits exploitants agricoles individuels sont moins nombreux qu'en Europe de l'Est. En Europe de l'Ouest, c'est une part, alors j'aime pas le terme parce que ça fait dédaigneux, mais c'est négligeable en termes de volume, quoi. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Mais les institutions de microfinance, évidemment, si un exploitant agricole individuel vient les voir, sont tout à fait en mesure de répondre à leurs demandes. Et concernant les réfugiés, est-ce que tu peux nous rappeler la demande? En fait, le participant souhaitait mentionner juste que les réfugiés en Europe posaient un défi pour les IMF qui souhaitent mettre en place des produits adressés pour le secteur de la microfinance sur la zone Europe. Et quelle est votre position sur ce sujet? Est-ce que, par exemple, l'ADI propose des produits pour cette cible-là? Oui, alors je vous invite d'ailleurs il y a une conférence qui a eu lieu en début de semaine, lundi, au Club de la microfinance de Paris. Et
Si vous tapez sur un moteur de recherche, vous pouvez trouver ce site, et il y a une conférence qui est eu lundi justement sur cette thématique-là, alors pas uniquement sur l'Europe, mais où j'ai présenté notamment ce que fait l'ADI en faveur des réfugiés. On a démarré depuis 2 ans maintenant un projet pilote qui vise justement à mieux monter en compétences, mieux servir ce type de clients pour lesquels évidemment la microfinance peut être et l'auto-emploi peut être une solution d'insertion professionnelle, économique, sociale. Et bon, plus généralement, ce qu'on observe, en 2 mots, je ne m'étendrai pas sur ce qu'on fait, mais ce qu'on observe, c'est que il y a un besoin. Aujourd'hui, il n'est pas suffisamment considéré. En tout cas, les initiatives dans le domaine restent assez limitées parce que c'est un public pour lesquels la question n'est pas tant quel type de produit on va leur proposer, parce que les différents experts sur la question, les différentes études qui ont été menées s'accordent sur le fait que c'est pas nécessairement, il ne faut pas nécessairement développer des nouveaux produits pour les servir. En revanche, ce qu'il est important de faire, c'est de développer une approche qui soit propre à ce segment de personnes, de clientèle. Et ça demande du temps à se mettre en place, parce qu'il faut que les chargés de clientèle, les conseillers crédit, les conseillers accompagnement apprennent à connaître cette catégorie de population, adaptent un petit peu leur approche, nouent des partenariats avec des associations et d'autres structures locales qui prennent en charge déjà cette population dans le cadre de l'accompagnement social, économique et d'aide au logement qui leur est prodigué. Donc les choses se mettent en place en Italie aussi, en Belgique, Microstart, en Italie je pense à Permicro, mais ce sont des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Mais oui, c'est un sujet sur lequel l'ADI travaille de façon assez active. Merci Adrien. Alors j'ai à tout ce qui est mobile qui s'adresserait à l'ensemble des panélistes, mais peut-être qu'Adrien, tu peux commencer par t'exprimer. À un moment donné, vous parliez de l'importance de la technologie pour le développement de la microfinance. On constate en ce moment un essor des fintech, du mobile banking. Ces nouveaux services ont-ils vocation à remplacer les IMF ou alors y a-t-il complémentarité? Alors, je vais prêcher pour ma paroisse en disant que, à mon sens, ça n'a pas de vocation à remplacer les institutions de microfinance. En revanche, il est certain que c'est une tendance de fond et que les acteurs traditionnels, comme l'ADI, doivent s'emparer de ces nouvelles technologies, saisir ces nouvelles opportunités. Et donc, je pense notamment à ce que... alors ensuite, bon, il y a des contextes différents. Je pense par exemple à ce que Taïsir, qui fait partie du réseau des institutions de microfinance co-créées par l'ADI, a fait en Tunisie avec le mobile banking. Mais on est dans un contexte où il y a beaucoup plus de gens qui effectivement sont exclus financièrement, qui n'ont pas de compte bancaire, pas de facilité de paiement, et donc là ça prend tout son sens. En Europe, je pense que ça serait peut-être un peu moins pertinent. En revanche, nous travaillons actuellement à l'ADI, par exemple, pour vous donner une idée, à une collaboration avec une fintech de façon à développer, en s'aidant de la technologie de l'intelligence artificielle et des chatbox, une interface qui permettrait aux personnes intéressées par un financement auprès de l'ADI d'avoir une conversation, si je puis dire, humaine avec un robot ou un algorithme permettant d'affiner en fait le profil de la personne, l'objet de sa demande, ce qu'elle veut en faire, etc. Et de façon à ce que ça nous permette, nous, de qualifier un peu mieux la demande et ensuite, dans une deuxième étape, de proposer un accompagnement qui soit adapté vraiment au profil et aux besoins de la personne de façon très agile, très rapide. Et donc là, on voit bien qu'il y a une complémentarité très forte entre ce que peut proposer le secteur de la fintech et les nouvelles technologies et un accompagnement personnalisé, humanisé, humain, avec un accompagnement physique qui prendrait le relais, entre guillemets,
sur cette première étape digitale. Voilà. Merci Adrien. Isabelle, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette question des fintech? Non, tout a été dit. Moi, si je peux me permettre, Oui, Caroline. effectivement, donc on vient en fait d'organiser toute une conférence sur le sujet de la digitalisation à Bilbao ce mois d'octobre. Et donc voilà, ça va sans dire que c'est effectivement un sujet d'actualité et les IMF effectivement doivent se positionner vis-à-vis des fintech et l'arrivée des nouveaux produits. On observe un grand intérêt général. Les IMF sont très intéressés par des solutions qui se proposent. Enfin, Adrien a mentionné le chatbot et il y en a d'autres initiatives comme ça. C'est vrai que c'est aussi un peu vu comme, enfin voilà, c'est un nouveau arrivant, il faut se positionner. Et on continue aussi tout un travail sur la digitalisation au niveau du réseau pour renforcer les capacités justement des IMF à se positionner et de voir aussi la digitalisation et les arrivées des fintech comme une opportunité. C'est un peu, je trouve, mais ça c'est plus mon opinion personnelle, c'est un peu la même chose comme avec les banques qui sont est-ce que c'est une concurrent, est-ce que c'est des partenaires? Ici, ça peut se présenter dans un cadre un peu similaire où ça propose bien sûr des possibilités de coopération, de faire des partnerships et ça c'est très intéressant. Aussi, on observe que pour le moment, les IMF regardent l'avantage de la digitalisation, surtout au niveau efficacité, pour avoir une efficacité plus importante. Mais nous pensons aussi qu'il y a peut-être encore certainement plus qu'un pas à faire, mais aussi de voir la digitalisation vraiment comme un choix stratégique et de voir les opportunités vraiment à un très haut niveau. Donc, pas seulement les solutions, comment je peux améliorer mon efficacité sur le terrain, mais vraiment incorporer ça dans la structure sans devenir une fintech complète, mais quand même d'avoir une approche plus englobante, si je peux le dire comme ça. Donc, on travaille et on continue de travailler là-dessus et notamment, on a prévu maintenant en 2019 de travailler sur, sur l'étude, à publier des cas d'études, de voir un peu ce qui se passe sur le terrain, mais aussi de travailler avec des clients et de voir avec les clients dans quelle mesure est-ce qu'ils demandent aussi une digitalisation. Voilà, pour prendre en compte aussi ce point de vue qui me semble absolument important dans ce sujet. Ouais. Alors, juste pour rebondir deux secondes, effectivement, ça c'est une donnée et ça me ramène à une des questions précédentes sur la mesure de la performance sociale. Et c'est effectivement quelque chose, cette digitalisation et le partenariat avec des fintechs qui va poser des questions sur la performance sociale du secteur, parce que dans performance sociale, il faut aussi inclure protection des clients. Et donc effectivement, ce que disait Caroline est très vrai, puisque ça va changer les pratiques, mais il va falloir aussi être très vigilant à ne pas oublier le point de vue des clients, à ne pas exclure des personnes qui n'auraient pas encore pris le train en marge de la digitalisation. Donc ça ouvre tout un tas de champs de questionnement assez passionnants pour le futur. J'ai toujours une question toujours relative à l'avancement du mobile banking dans la zone Europe. Justement, on me demande, est-ce qu'on note des disparités entre l'Est et l'Ouest par rapport à l'utilisation de ces nouvelles technologies? Caroline, peut-être, ou Adrien? Je ne peux pas directement répondre à la question par manque d'informations. On n'a pas mené d'études très spéciales à ce niveau, pour vraiment différencier Est et Ouest. On voit plutôt on dirait early adopters, donc des institutions qui se positionnent plus rapidement, qui prennent le devant dans ce genre de thématique. Et je le vois
pas spécialement que ce soit une question de région géographique. Donc, on voit aussi bien des organisations qui prennent le devant dans l'Est que dans l'Ouest. Voilà, je pense pas pouvoir dire beaucoup plus sur cette question à ce moment. D'accord. Adrien, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Non, j'ai pas D'accord. nécessairement beaucoup plus d'informations que ce que vient de dire Caroline. D'accord, très bien. Alors, en fait, j'ai une dernière question venant d'un participant qui concerne la performance sociale et me demande quels outils sont utilisés pour mesurer la performance sociale des institutions financières dans la zone Europe. Sont-ils les mêmes que ceux utilisés pour celles situées dans les autres régions du monde? Et donc, je pense qu'il fait référence aux outils notamment de mesure de la performance sociale créés par Cerise. Alors, est-ce que Adrien ou Caroline ou Isabelle? Oui, alors peut-être sur effectivement une des références, c'est le SPI, Social Performance Indicator, où là on voit, il y a plein de dimensions différentes, dont la protection des clients que je parlais, mais aussi la façon dont l'institution de microfinance va gérer l'ensemble de ses salariés, la transparence envers les clients, le fait de mesurer aussi l'impact social et économique que son activité va avoir sur ses clients. Donc là, effectivement, j'invite les participants à aller voir ça de plus près. Moi, en 2 mots, je peux témoigner sur ce que fait l'ADI. En fait, on a plusieurs outils. Le premier, c'est un peu cet indicateur d'exclusion économique et financière que je mentionnais tout à l'heure, où on collecte en fait des données qui nous permettent de mesurer qu'on est bien en phase avec notre mission initiale, c'est-à-dire offrir des services financiers et d'accompagnement à des personnes en situation de vulnérabilité. Donc on va mesurer selon différents types d'indicateurs l'exclusion financière et sociale des individus. Voilà. On a un deuxième élément qui est plus en lien avec ces enquêtes terrain qu'on fait de façon périodique, où là on mesure la satisfaction, on mesure l'impact, l'amélioration de la qualité de vie des individus. Et puis on a récemment aussi sur l'impact réalisé, alors là c'est plus impact économique, mais une étude qui nous permet de mesurer l'ensemble des coûts évités pour la collectivité et qui nous, in fine, nous permet de dire que chaque euro investi en fait dans l'ADI rapporte au bout de 2 ans 2,4 € à la communauté, parce que les personnes qu'on finance qui étaient avant au chômage ou bénéficiaires des minima sociaux et qui donc recevaient une aide sociale de l'État sont devenus des entrepreneurs qui payent des impôts, qui payent des taxes, des charges sociales et qui donc contribuent quelque part au fonctionnement de la collectivité dans sa globalité. Voilà, donc c'est un peu comme ça que nous on mesure l'impact, et puis on se soumet aussi effectivement au SPI de Cerise pour mesurer notre performance sociale et identifier les axes d'amélioration. Merci Adrien. Il y a une dernière question que je propose de prendre, c'est pourquoi les IAM sont orientées plus commerciales alors que celles de l'ordre de l'eau? Et n'y a-t-il pas moyen de trouver un équilibre entre justement cet objectif social et commercial? Je propose de la poser à Isabelle dans un premier temps. Oui. Cela est en fait dû à comment le secteur s'est développé en Europe. En fait, en Europe de l'Est, les institutions de microfinance se sont développées après donc la chute des régimes communistes. Et donc, les personnes étaient dans des situations très vulnérables et pour peut-être créer leur petite activité d'entreprise, ne parvenaient pas à avoir en fait des outils financiers parce que le système bancaire n'était pas efficient en fait. Donc c'est dans ce contexte-là que les institutions de microfinance se sont développées et donc c'était un but commercial pour voir en fait les personnes avec des services financiers. Alors qu'en Europe de l'Ouest, les personnes
elles peuvent être au chômage, bénéficier de services sociaux. Donc en fait, c'est un contexte tout à fait différent. Et les institutions de microfinance se sont aussi donc développées, mais peut-être avec, en optant un modèle donc plus social first. Mais ce que je veux aussi ajouter, c'est qu'en fait, même si une institution de microfinance opte pour un modèle plus social first, cela ne veut pas dire qu'elle ne veut pas chercher à être à l'équilibre financièrement. Elle va chercher à avoir un profit ou à couvrir ses coûts opérationnels. Ça ne veut pas dire que c'est soit l'un ou l'autre, mais c'est que la recherche de rentabilité financière sera plus difficile et à la fin, la rentabilité financière est plus faible que la plupart des IMF qui ont opté pour un modèle plus commercial. Donc oui, c'est difficile de trouver un équilibre entre les deux pour une institution de microfinance, mais cela ne veut pas dire qu'une institution social first n'est pas intéressée à rechercher en fait cet équilibre financier. Adrien, Caroline, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce qu'a dit Isabelle ou c'est bon pour vous? Non, je trouve ça très complet. Effectivement, c'est une question de placer le curseur. Hein. C'est jamais complètement l'un ou complètement l'autre, en tout cas très, très rarement. Après, je pense qu'il y a différents points qui ont été mentionnés aussi bien par Isabelle que par moi sur les raisons un peu historiques hein, et puis le contexte. J'ai mentionné lors de mon intervention, par exemple en Europe de l'Ouest, un contexte avec un État-providence plus fort. Avec l'existence aussi du coup de subventions, donc nécessité faisant loi dans un pays peut-être d'Europe de l'Est où l'État, la puissance publique est moindre, où l'État, il y a moins cette culture d'État-providence, il y a également moins de subventions, et donc si l'institution veut survivre, il faut absolument qu'elle couvre ses coûts. Ça l'amène aussi à faire des choix, investir moins peut-être dans les services non financiers d'accompagnement, avoir des taux d'intérêt effectivement un peu plus élevés, de façon à couvrir ses coûts et à dépendre moins de ressources externes. Cette pression-là est moindre en Europe de l'Ouest, même s'il ne faut pas la sous-estimer, parce que on ne peut plus aujourd'hui demander des subventions et en obtenir sans montrer qu'on a un équilibre et un modèle économique sain et équilibré, justement, entre revenus propres et subventions ou financement extérieur. Et par conséquent, même si l'ADI a un focus historique social très fort, la pression économique et la rentabilité économique, elle est aussi, fait partie aussi de notre stratégie de développement. Il faut que notre modèle économique soit sain. Donc il faut qu'on trouve des façons alternatives d'augmenter notre marge nette, pas uniquement en augmentant le montant des microcrédits ou en augmentant le taux d'intérêt pour les raisons que j'évoquais plus tôt. Mais je pense que c'est plus effectivement un curseur qu'on place un peu plus d'un côté ou de l'autre de l'axe, mais qui s'explique par un contexte et par une histoire aussi propre à chaque institution, hein, au-delà même des contextes nationaux. Merci Adrien. Caroline, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ou... Oui, non, enfin, je peux juste rejoindre ce que Adrien et Isabelle ont déjà proposé et effectivement que ça dépend vraiment des missions aussi que les IMF se donnent, les conseils d'administration, etc. Et la viabilité, enfin la viabilité économique effectivement dans l'Ouest est encore un questionnement assez important, mais voilà, on a un focus très important sur le social. Je voulais juste rapidement revenir sur les deux autres questions sur la mesure de la performance sociale et de la digitalisation. Je comprends qu'on veut terminer, donc je voulais juste de nouveau faire référence à notre étude qui va donc sortir d'ici quelques semaines. Effectivement, on présente là-dedans aussi quelques indicateurs de performance sociale et aussi sur la digitalisation. Et donc, ça peut être très intéressant pour vous donner un aperçu, mais je ne vais donc pas insister plus que maintenant sur cette question-là. Mais voilà, sachez que ces informations sont disponibles d'ici 2 ou 3 semaines.
Merci Caroline. Alors, juste 2 informations additionnelles avant qu'on se quitte. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à consulter le baromètre de la microfinance, qui est une publication éditée tous les ans par Convergence. Voilà, vous pouvez la télécharger directement sur le site et vous y trouverez des informations complémentaires sur la microfinance en Europe et pas que, puisqu'elle traite aussi de la microfinance dans les autres régions du monde. Et dernière information, justement, le European Microfinance Network et le Microfinance Center organisent un webinaire le 11 décembre sur les principaux résultats du rapport Microfinance en Europe, rapport d'enquête 2016-2017, ce même rapport qui sera publié début décembre. Donc, je vous invite à vous inscrire à ce webinaire sur le site du Réseau européen de la microfinance. Voilà, et avant de nous quitter, n'oubliez pas de répondre à notre petit questionnaire de satisfaction, voilà, pour nous indiquer ce qui vous a plu et moins plu dans le cadre de ce webinaire. Voilà, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre webinaire. Merci à tous, au revoir. Merci.